suis vraiment très heureux donc d'inaugurer cette séance. Donc en tant que gouverneur du district 1720 du Rotary International, c'est-à-dire la région Centre et le Poitou, et en tant que vice-président de l'association Rotary Espoir en tête, donc j'ai le grand plaisir et l'honneur d'ouvrir cette 15e cérémonie annuelle de remise des prix de notre très belle action Espoir en tête. C'est une action nationale, comme vous le savez, qui a été créée donc en 2005 à l'occasion du centenaire du Rotary. Et au nom de toute l'équipe Interclub des Rotariens orléanais, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie, cette cérémonie est retransmise en direct au plan national pour permettre à nos amis rotariens et donateurs, à qui je souhaite aussi la bienvenue, de mesurer et d'apprécier l'impact de cette action rotarienne menée depuis 15 ans au profit de cette cause sociétale majeure qu'est la recherche sur le cerveau et ses pathologies. Bonjour à tous, je suis très heureux de me retrouver dans cette belle ville d'Orléans qui est située au nord de la Garonne. Et je remercie tout d'abord, comme ça je n'oublierai pas les remerciements, je remercie donc toute l'équipe qui s'est liée et qui s'est organisée auprès de Francis pour organiser cette réception. Je remercie la FRC avec Anne-Marie qui s'est occupée et qui nous a aidés fortement pour monter cette opération, puisque cette opération est quand même tout à fait nouvelle dans le genre. J'espère qu'elle se pérennisera, que nous aurons l'occasion d'avoir les prochaines années une possibilité de toucher un maximum de Rotariens en leur donnant une transmission en streaming, ce qui permettra d'avoir quand même les nouvelles de l'opération, qu'ils nous aident et qu'ils soutiennent aussi à travers la France. Je remercie aussi toute l'équipe de Richard qui nous aide et qui va travailler fortement aujourd'hui pour mettre en œuvre cette belle manifestation. Je voulais vous parler un petit peu d'Espoir en tête et vous donner quand même les résultats de l'an dernier. Le bip. Alors pour vos questions et vos contacts, comme nous n'aurons pas la possibilité, et c'est surtout pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas poser de questions, vous avez toute la quiétude et toute la possibilité de poser vos questions en envoyant à l'adresse qui vous est donnée ici, contact@espoirentête.org, de façon à pouvoir avoir des réponses satisfaisantes. Nous nous engageons à vous répondre dans les 15 jours qui viennent à toutes vos questions que vous pourrez poser. Dans la salle, ça sera un petit peu plus facile, parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez qu'à nous interloquer à tous, nous interroger à tous, que ce soit Francis ou moi-même, ou bien d'autres personnes, ou la FRC, etc. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, la saison 15. La saison 15, nous avons retourné avec notre démarche de base, c'est-à-dire que nous avons pu regrouper les 18 districts français du Rotary. Nous étions dans une période un petit peu, je dirais, turbulente, comme tout se crée dans les associations. Nous avons eu quelques marées qui étaient plus ou moins fortes et nous avons pu quand même cette année mobiliser tous les districts de façon à pouvoir se réunir autour de cette action. Nous avons eu de la chance, il faut le dire aussi, puisque nous avons pu projeter le film fin janvier, début février. Nous sommes passés dans une fenêtre qui n'était pas obscurcie par le rideau du Covid. Donc c'était quelque chose de tout à fait, disons, à propos. Il y a eu une très forte, je dirais, poussée cette année par rapport à la dernière saison qui était un petit peu tronquée. Nous avons aussi changé notre système de programmation, puisque vous saviez que depuis 6-7 ans, nous étions avec Disney, mais compte tenu des difficultés que nous a emmené Disney pour la transmission des films et la non-disposition possible d'un film en avant-première, nous avons décidé
de passer avec un film français. C'est pour ça que nous sommes tournés vers Pathé. Et puis il faut dire aussi, et là je profite pour la remercier, c'est tous les délégués de district qui travaillent à cette opération et qui sont toujours présents. Et vous savez que comme dans la nature française, les gens sont très importants à remuer. D'ailleurs, je dis souvent que dans le mot Rotary, il y a le grand R devant, qui veut dire souvent relance. Relance permanente. Nous sommes obligés de les appuyer, de les secouer et de les aider pour que nous ayons quand même des résultats qui sont tout à fait probants. Donc je les remercie parce qu'ils emploient beaucoup de leur temps et c'est quand même assez compliqué des fois d'avoir à répondre à toutes leurs questions qui sont parfois simples, parfois compliquées. Nous avons une augmentation sensible grâce à la défiscalisation, c'est-à-dire qu'un nombre, je dirais, important de places et d'achats de contre-marques ont permis à des personnes intéressées par la défiscalisation d'acheter des places. Quand je dis un nombre important, nous avons eu 1000 défiscalisations de plus par rapport à l'an dernier. Donc c'est quand même important sur 3000. Vous voyez un petit peu, c'est 30% de plus, quoi. Donc c'est quand même significatif. La recette brute a été donc 2 300 000. Les cinémas, 400 000, dont nous avons une recette dette de 908 322. Voilà un petit peu les résultats de cette année qui nous permettront de distribuer à la FRC et aux chercheurs surtout, puisque c'est les chercheurs qui en sont bénéficiaires. La FRC travaille pour nous, nous aide beaucoup, mais travaille pour nous, nous aide à choisir les chercheurs grâce à son comité scientifique tout à fait efficace et qui nous permet d'avoir les meilleurs chercheurs possibles dans les pathologies qui concernent toujours le cerveau. Moi, je suis toujours très impressionnée de voir les résultats de votre mobilisation à vous tous, partout, dans tous les districts, 18 districts de France. On dit toujours que les gens ne se mobilisent pas, moi j'entends ça souvent. Eh bien, vous êtes la preuve, vous, les Rotariens de France, que ce mythe n'est pas une réalité. Donc, bravo, très sincèrement. Il n'y a pas beaucoup d'opérations comme ça. Je suis toujours bluffée de ce que vous arrivez à faire pour faire avancer la recherche sur le cerveau. Alors, votre mobilisation, qu'est-ce que c'est l'étape d'après de votre mobilisation? Eh bien, l'étape d'après, c'est de transformer tout cet argent que vous collectez, toute cette implication que vous avez mis pour cette opération en projet de recherche, jusqu'à aller donner l'argent aux chercheurs dans son laboratoire. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment finalement nous transformons vos efforts en projet de recherche et donc en résultat in fine pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont malades. Voilà, donc je m'appelle Anne-Marie Sacco, je suis directrice déléguée de la Fédération pour la recherche sur le cerveau, avec laquelle vous avez un partenariat depuis 15 ans, comme vous l'a expliqué Jean-Pierre, et j'interviens ici aussi au nom de notre président Jean-Marie Laurent, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui vous salue. Donc j'ai 10 minutes pour faire cette présentation, et donc l'objectif, c'est de vous montrer cette transformation, comment on opère. Alors on y va. Dans Espoir en tête, il y a tête. Et dans la tête, il y a notre cerveau. Et la compréhension du cerveau, la compréhension des mécanismes du cerveau, c'est notre métier, à nous la FRC, que nous menons depuis des années. C'est sélectionner, financer les meilleurs projets de recherche qui vont permettre de mieux comprendre ce cerveau à son état normal et à son état pathologique, c'est-à-dire dans le cadre de maladies neurologiques ou psychiatriques. Quand on parle des maladies neurologiques et psychiatriques, vous les voyez là sur cette diapositive, vous en connaissez beaucoup d'entre elles, la sclérose en plaques, Parkinson, mais aussi la schizophrénie, la dépression. Quand on évoque toutes ces maladies, il y a 3 choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est que nous sommes tous concernés. Un Français sur 10, mais quand on parle de santé mentale, de troubles psychiques, c'est 1 sur 4. Et si vous voyez que ces personnes-là ne peuvent pas être seules et elles sont accompagnées par des aidants, globalement, tout le monde est concerné. Deuxième point, c'est que c'est un enjeu de santé publique absolument majeur.
Le coût pour la société, pour l'assurance maladie, est considérable. Les soins, les arrêts maladie, les hospitalisations, ça pèse pour 30 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les cancers réunis, c'est la moitié. Et enfin, le troisième point qu'il faut garder en tête quand on parle de toutes ces maladies, c'est qu'elles ont un point commun, c'est que dans tous les cas, c'est l'organe cerveau qui est touché. Et ces maladies ont toutes, de ce fait, des points communs. Les facteurs de risque communs, on sait par exemple le facteur stress. Elles ont parfois des thérapies communes. La stimulation cérébrale profonde peut fonctionner dans le cadre de Parkinson, mais aussi des TOC. Voilà. Elles ont des mécanismes moléculaires communs. Et donc la recherche doit se situer au niveau du cerveau. Et c'est ce que nous faisons, nous, à la FRC. Au-delà des pathologies, nous nous occupons de financer cette recherche qui va faire comprendre les mécanismes au niveau du cerveau. Alors, il y en a qui ont bien compris ça. Ce sont les patients et les familles qui sont souvent regroupés dans des associations de patients, vous en connaissez tous sur le terrain, ou dans des fondations de recherche reconnues d'utilité publique. Les patients, les associations ont bien compris que si elles voulaient réussir et si elles voulaient que les efforts de recherche aboutissent, il fallait se regrouper. Et ce sont ces associations-là, il y en avait d'autres, elles ne sont pas toutes là, qui ont créé il y a 20 ans la Fédération pour la recherche sur le cerveau pour faire avancer ces pathologies. Vous voyez, il y a l'UNAFAM que vous voyez pas mal en ce moment à la télé, qui a lancé une grande campagne de communication et qui aide les familles dont un proche est touché par les maladies psychiatriques. Il y a des associations comme France Parkinson que vous connaissez ou d'autres moins connues comme Amadis, l'ARCEP, la FFRE, etc. Donc cette fédération a créé un collectif et la force de ce collectif, c'est son conseil scientifique. Elle a réussi à créer un conseil scientifique qui a été pensé de manière transversale, de telle sorte que toutes les disciplines des neurosciences sont représentées. Ça inclut la neurologie, ça inclut la psychiatrie et ça combine aussi des expertises en recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche qui décortique les mécanismes biologiques qui se passent au niveau du cerveau, de son fonctionnement et donc de son dysfonctionnement, mais aussi des chercheurs en recherche clinique, c'est-à-dire des cliniciens qui sont au plus près des patients. Et vous entendrez tout à l'heure Marie-Odile Krebs qui est ici, qui fait partie plutôt d'une certaine catégorie, elle est clinicienne, elle est plutôt dans la sphère de la psychiatrie. Vous voyez sur la slide la petite pastille violette, mais vous entendrez aussi Jean-Antoine Giraud, que vous voyez qui est plutôt en haut à gauche, qui est un chercheur fondamentaliste et qui est plutôt dans la sphère neurologie, spécialiste de Parkinson. Vous entendrez aussi Jean-Philippe Pain, que vous voyez apparaître en haut, presque à droite, voilà. Et d'ailleurs, Bruno Stankov, qui va vous faire une conférence tout à l'heure, est plutôt un neurologue clinicien. Et donc, cet équilibre subtil au sein de l'expertise de notre conseil scientifique, ça nous permet vraiment de balayer toutes les composantes du cerveau et de produire une recherche fondamentale qui, in fine, sera au service de la prise en charge des patients qui sont touchés par une de ces pathologies et de ces maladies du cerveau. Donc c'est grâce à cette expertise scientifique que nous transformons votre mobilisation sur le terrain en projet de recherche et en résultat. Alors pour ce faire, nous lançons pour vous, auprès de tous les laboratoires de neurosciences en France, ce qu'on appelle un appel à projet. C'est ce que nous savons faire. Nous savons lancer des appels à projets, nous savons les packager et nous avons le contact de tous les labos qui existent en France. Et nous lançons un appel à projet auprès de tous ces labos. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appel à projet, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est vous. Il y a 15 ans, c'est le Rotary, Espoir en tête, en lien avec le conseil scientifique de la FRC à ce moment-là, qui ont décidé des caractéristiques de cet appel à projet et de ce que vous alliez financer avec cet argent. Alors les caractéristiques de cet appel à projet, ce qu'il faut retenir, c'est que ça finance du gros équipement, essentiellement de l'équipement qui permet de voir le cerveau
Et la première conférence à laquelle vous allez assister va vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire voir le cerveau en action. Donc c'est du gros équipement. Alors gros équipement, si vous voyez la petite photo en bas à droite, il est microscopique. C'est un tout petit microscope, mais c'est considéré comme un gros équipement. Ça coûte 200 000 €. Ce tout petit microscope que vous voyez se met sur la tête des souris, est relié à un ordinateur et ça permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant que la souris est en comportement. Eh bien, vous avez équipé des centres de recherche avec ce gros équipement. Voilà, donc la deuxième caractéristique, c'est que au-delà du projet de recherche et au-delà de l'équipe, il y a l'équipement, mais il y a aussi la mutualisation des moyens. Vous avez souhaité, vous, Rotariens, que cet équipement puisse servir à de nombreuses équipes et qu'il soit mutualisé largement dans les instituts de recherche, voire en collaboration avec d'autres instituts de recherche. Et enfin, un chercheur qui postule peut postuler pour un équipement unique parce que vous, Rotary, vous avez décidé de financer la totalité d'un équipement, vous ne partagez pas avec d'autres. Donc quand un équipement a été livré dans un institut de recherche, vous pouvez vous dire que vous l'avez financé à 100%. Et enfin, quelqu'un qui a un lauréat d'une année ne peut pas repostuler pendant 3 ans. Il faut qu'il finisse d'abord son projet pour pouvoir repostuler. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes vraiment sur du gros équipement, ce qui veut dire que vous ne financez pas de salaire, vous ne financez pas de post-doctorants, vous ne financez pas non plus de petits matériels, vous ne financez pas de réactifs, voilà, vous financez de l'équipement qui permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Alors, au niveau de la sélection, comment ça se passe ? Eh bien, on lance cet appel à projet et on reçoit des candidatures. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça dans le détail. C'est un processus qui dure un certain temps. La sélection se fait de manière très pointue, très rigoureuse. On sélectionne les projets d'excellence. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il y a 2 phases dans la sélection qui est faite par le conseil scientifique. Il y a une première phase où on reçoit toutes les candidatures, ça vous sera expliqué un petit peu plus dans le détail tout à l'heure par Marie-Odile Krebs. Un premier tri est fait, les projets sont distribués au sein du conseil scientifique, il y a des groupes qui sont faits, qui sont notés selon des critères de sélection bien précis. Ça donne lieu à une shortlist. Donc il y a déjà un écrémage qui est fait et ceux qui sont élus sur cette shortlist, on leur demande de retravailler et ils doivent nous produire à ce moment-là un dossier beaucoup plus complet, rentrer dans le détail, nous expliquer les financements, le devis, les équipes et c'est ce dossier beaucoup plus complet qui va être évalué cette fois-ci, pas seulement par les membres du conseil scientifique, mais on va aller chercher des évaluateurs externes et éventuellement même des évaluateurs à l'étranger. Et cette diversité est un gage de qualité des projets que nous sélectionnons dans le cadre de cet appel à projet. Alors, maintenant vous avez bien compris, et vous vous dites, bon, c'est très bien, la FRC, elle a un conseil scientifique expert. Ce conseil scientifique, elle le met à notre disposition. Elle lance un appel à projet. Elle contrôle les projets. Vous pouvez légitimement vous demander, très bien, ça coûte combien tout ça à Espoir en tête ? Eh bien, ça ne coûte rien à Espoir en tête. Comme vous l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, c'est d'ailleurs la force de notre partenariat, c'est que 100% de l'argent qui nous est versé par Espoir en tête repart dans les laboratoires de recherche. Et c'est la FRC qui va prendre en charge sur ces fonds tout le travail d'expertise, les réunions du conseil scientifique, toute la mécanique qu'il y a autour de cette expertise et le suivi, parce qu'après le financement des projets, on contrôle que le travail soit bien fait et on demande des rapports intermédiaires, on demande des rapports financiers et on ne verse l'argent que quand les chercheurs avancent correctement dans leur projet. Et tout ça, c'est un travail de suivi qui est long, qui est conséquent et que nous faisons nous-mêmes. C'est la part que nous apportons à ce partenariat. Nous investissons aussi pour faire connaître votre appel à projet auprès de toute la communauté scientifique.
Et puis nous nous chargeons pour le moment d'émettre les reçus fiscaux pour votre compte. Et donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour la FRC, pour Espoir en tête, mais surtout pour la recherche et donc pour, in fine, pour tous les patients qui attendent et donc pour nous tous. J'en ai bientôt fini. Voilà le résultat du travail que vous avez réalisé pendant 15 ans. C'est la concrétisation de votre effort. Vous collectez localement, mais vous avez un impact national tout à fait conséquent. Alors bien sûr, il y a des districts un peu orphelins de résultats, je pense au 1740 ou au 1650, mais vous n'avez pas dans ces districts-là d'instituts de recherche. Donc il n'y aura jamais de matériel qui ira dans ces districts-là, il faudrait qu'il y ait des chercheurs. Mais vous pouvez vous dire que dans les 13 villes ou agglomérations qui sont citées ici, c'est là que se situe la recherche d'excellence en neurosciences en France. Et en fait, les financements sont allés en 15 ans absolument partout. Donc bravo, bravo vraiment pour ce que vous faites. Et donc le bilan, et c'est ma dernière slide, en 15 ans, cette synergie entre votre mobilisation sur le terrain et notre expertise, eh bien, ce sont 78 équipements qui ont été livrés et installés dans les centres de recherche. Ils ont été fournis. Plus de 13 millions d'euros. C'est conséquent, c'est beaucoup. Si je vous le dis en francs, vous allez voir, ça fait beaucoup plus gros. Ça fait 90 millions de francs. Vous voyez, tout de suite, ça pèse beaucoup plus. C'est vraiment conséquent. Il y a des exemples, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas ma partie. Il y a des microscopes, des plateformes pour l'étude de comportement, du eye tracking, du séquençage d'ADN. Je sais que vous avez même financé des banques de tissus, une banque de cerveau. Je pense que la seule banque de cerveau d'ailleurs qui existe, je pense que c'est vous les Rotariens qui l'avez financée il y a longtemps et elle continue de fonctionner. Donc tous ces équipements-là, ça va faire l'objet en fait de la conférence qui va suivre et des explications qui vont vous être données. Et pour finir, je voulais vous dire que pour vous répondre par anticipation à la question que vous allez poser tous, oui, mais c'est quoi les résultats ? Eh bien, en matière de recherche, le principal indicateur, c'est la publication. C'est ça qui permet de savoir si finalement les projets de recherche étaient bons ou pas. En ce qui concerne les matériels Espoir en tête, il y a eu 218 publications, il y en a 21 en cours et il y a eu 163 présentations lors de séminaires. C'est beaucoup. Ça veut dire que chaque matériel a été, et chaque projet, grâce à ce matériel, a été cité plusieurs fois. Ce n'est pas toujours le cas. Donc bravo, merci. La recherche que vous avez produite grâce à ces équipements, partagés à travers le monde, contribue vraiment à un impact sur la recherche. Donc bravo et merci. Donc vous avez pu voir dans la conférence de Daniel Choquet qu'il est aussi possible de voir et d'enregistrer le cerveau en action, donc sur un animal en mouvement, grâce à des microscopes miniatures qu'on appelle des miniscopes et qui vont être donc directement placés sur la tête de l'animal. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, ces microscopes miniatures permettent de filmer et d'enregistrer l'activité neuronale, sur par exemple une centaine de neurones en même temps, dans des régions profondes du cerveau et sur un animal qui va se déplacer librement ou qui va réaliser une tâche cognitive particulière ou encore, par exemple, pendant son sommeil. Et donc, tout ceci va donner un certain nombre d'informations cruciales sur donc, l'animal en mouvement et ce qu'on ne pouvait pas avoir avec les microscopes que vous venez de voir à l'instant, qui sont plutôt sur des tissus fixés. Donc bien que tout petit, le coût de ce microscope est quand même d'environ 80 000 €. Et vous avez permis d'en financer deux, donc les deux premiers qui ont été d'ailleurs implantés en France, au Collège de France à Paris. Et vous en avez financé deux autres l'année dernière à Marseille, à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée. Et donc pour finir cette partie, vous avez également vu à la fin de la conférence de Daniel qu'il est possible maintenant depuis quelques années d'enregistrer et surtout de contrôler l'activité neuronale grâce à un système qu'on appelle l'optogénétique, et donc qui est une technique assez récente et qui permet donc de modifier l'activité neuronale, d'activer ou d'inhiber des neurones grâce à des protéines qui vont être exprimées dans le cerveau et qui sont sensibles à la lumière. Et donc, cette technique, bien sûr, ouvre la voie vers un nouveau champ d'application très large
pour mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre les fonctionnements et le dysfonctionnement du cerveau. Et donc c'est pourquoi cette technique est très appréciée et de plus en plus utilisée par les chercheurs en neurosciences. Et donc bien que assez récente, vous avez permis déjà de mettre en place ce système d'optogénétique dans 2 laboratoires en France, un premier à Marseille et un autre à Valbonne, donc sur la Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Bernadette Stillart. Je suis une rotarienne de base, mais j'appartiens au club Colmar-Bartholdi. Mais je suis aussi donc neurochirurgien retraité après 45 ans de bons et loyaux services. Donc mon intérêt pour le cerveau ne date pas d'hier, ça vous vous en rendez compte. Et durant ma carrière, j'ai participé à de nombreux projets de recherche clinique. Mais pour moi, il est évident que cette recherche au plus près du malade est un continuum avec la recherche fondamentale qui, elle, va s'intéresser à l'intime du fonctionnement du cerveau, mais aussi à son dysfonctionnement, et donc en pathologie. Et vous vous rendez bien compte qu'entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, eh bien, il y a une foule de personnes qui vont s'intéresser à toutes ces pathologies. Donc moi, j'étais neurochirurgien, donc j'ai fait surtout de la recherche clinique. Mais j'étais aussi, donc c'est à ce titre que le Rotary Espoir en tête m'a demandé de participer au conseil scientifique. Non pas de participer, je suis invitée au conseil scientifique, et mon rôle est un petit peu celui d'être le garant du Rotary quant à l'équité, à la probité du déroulement de ces séances. Et donc nous devons veiller au respect des critères d'Espoir en tête qui ont été définis au début de cette collaboration. Alors, on s'intéresse beaucoup à la transversalité, on vous l'a déjà répété, redit, que ces dossiers matériels qui sont extrêmement coûteux, vous le savez donc, ne vont pas bénéficier à une personne, à une équipe, mais on souhaite effectivement que plusieurs équipes puissent en être bénéficiaires et travailler éventuellement sur plusieurs pathologies. On s'intéresse aussi à la faisabilité du projet parce qu'il faut s'assurer que ces matériels vont pouvoir être bien utilisés par les équipes qui doivent savoir les utiliser. C'est pas toujours évident. Il faut un environnement et donc on doit s'assurer de cette faisabilité du projet. Moi personnellement, je suis bien sûr très intéressée à l'intérêt scientifique de ces projets, à leur pertinence, au caractère innovant. Et je dois dire que je suis toujours passionnée et très stimulée d'assister à ces conférences, ces conseils scientifiques où les porteurs des projets défendent leurs projets et où les autres, pointent les limites et peut-être les difficultés à réaliser. Donc moi, ça m'éclaire et ça me permet donc de vérifier tout ce dont je vous ai déjà parlé. Alors c'est effectivement pour moi très très stimulant, mais je dois aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. On vous en a rapidement parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque un des chercheurs fait partie d'une des équipes de l'appel à projet, il sort évidemment de la salle et le projet est discuté en son absence. Donc ça, je dois le vérifier, mais je n'ai jamais eu aucun problème, je vous le signale, à ce sujet. Donc je voudrais pour terminer simplement dire à tous, rotariens, non-rotariens, à tous ceux qui assistent en présentiel ou en distanciel, comme on dit maintenant, à cette conférence, que je peux leur assurer que tout le travail qu'ils ont effectué, donc cette magnifique action Espoir en tête, tout ce travail et tous les dons qui sont récoltés à cette occasion vont et iront à des projets qui ont été sélectionnés en toute transparence et en toute conscience. On a découvert quelque chose d'assez amusant. Quand on injecte un colorant bleu dans la circulation sanguine, tout le corps se colore en bleu, sauf le cerveau. L'œil a beau être à l'extérieur de votre boîte crânienne, dans le développement embryonnaire, il est dans le cerveau. Cet outil nous permet de voir un cerveau, avec toutes ces connexions en 3 dimensions. Donc ce matériel va changer la vie des chercheurs dans notre institut. J'avoue que je suis impressionné de constater la concrétisation d'un an de travail, d'un partenariat entre la FRC, le Rotary, les milliers de Rotariens qui ont participé donc au financement de ces matériels. C'est vraiment très riche et j'avoue que je suis impressionné et je pense qu'on peut, en tant que Rotarien, en tous les cas, moi je suis fier d'être Rotarien, de participer à cette action. Alors, maintenant, je voudrais donc aller vers le futur. Et pour cela, je vais donc appeler Olivier
Snadouj, qui est donc vice-président de la Warner Bros. Donc, en France, qui va nous présenter donc d'une part la compagnie Warner Bros. Et également donc le film que le conseil d'administration de Sport en Tête a choisi pour la saison 2021. Donc ce film a été choisi parmi une sélection qui nous a été proposée par un certain nombre de distributeurs français, puisque nous avons fait un appel d'offres donc au niveau national pour recueillir donc les choix qui répondaient aux critères sélectionnés par Sport en Tête, à savoir un film tout public, un film qui soit possible de diffuser au plan national avec donc une avant-première, ce qui permet donc de justifier le prix des places de 15 €, dont 8 minimum sont reversés donc à la Fédération pour la recherche sur le cerveau et donc permettre de financer les équipements dont on vient d'avoir une brillante démonstration à l'instant. Je passe la parole à Olivier Snadouj. Merci Francis, bonjour à tous. Alors un tout petit mot sur la Warner, Warner Bros, comme on l'appelle, parce que la société a été fondée par 4 frères, c'est Warner Brothers, il y a presque maintenant 100 ans. C'est un des studios historiques hollywoodiens. Juste pour vous situer ce qu'est la Warner, c'est le studio qui a inventé le cinéma parlant, c'est le studio qui a inventé le cinéma en relief ou plus récemment le DVD. Et dans les grands personnages ou films que vous avez peut-être vus de la Warner, si on remonte dans l'histoire, c'était la maison de Humphrey Bogart, de James Cagney. Ces 40 dernières années, c'était la maison de Clint Eastwood. C'est toujours la maison de Clint Eastwood, qui à 90 ans d'ailleurs prépare son prochain film. Ou encore, c'est la maison de personnages que vous connaissez tous, qui sont Titi et Gros Minet, Bugs Bunny, Tom et Jerry et bien d'autres. Et puis plus récemment, c'est Harry Potter, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Batman, Superman, voilà, c'est tout ça la Warner. Nous sommes aussi le premier producteur de séries télévisées au monde, Game of Thrones, Friends, Urgence, il y en a des dizaines. Nous avons des chaînes de télévision câblées comme CNN, HBO, Cartoon Network. Voilà, donc c'est un grand groupe de médias, de production de cinéma et de jeux vidéo et de bien d'autres choses. Alors, je suis vraiment très honoré d'être là au nom de la Warner et je tiens à remercier chaleureusement Francis Balm et Marianne Frankel d'avoir porté notre candidature auprès de vous et d'avoir retenu donc Simone, film dont je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, pour faire le lien avec tout ce qui a été dit ce matin, qui était passionnant. Un film, c'est de la création artistique, c'est de la création industrielle. Sa fonction, c'est de nous divertir, de nous émouvoir, parfois de nous cultiver. Et tout cela, ça parle directement au cerveau, après tout. Et puis à titre aussi un peu plus personnel, il se trouve qu'il y a 15 ans, dans mes précédentes fonctions de délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, vos prédécesseurs sont venus me voir et nous avons réfléchi et élaboré ensemble cette opération Espoir en tête, dont je suis très heureux de voir qu'elle s'est pérennisée, qu'elle est toujours bien active au bout de 15 ans. Et peut-être après tout, si c'est le cas, c'est parce que la proposition, la formule est assez imparable, c'est-à-dire contribuer à des actions fondamentales, comme on l'a dit toute la matinée, tout en passant une bonne soirée tous ensemble au cinéma. Donc, et c'est peut-être ça le secret de la longévité de cette formule. Et donc, pour parler maintenant du film, qui est Simone. Simone, c'est donc un film français réalisé par Olivier Dahan. Olivier Dahan, c'est le réalisateur de La Môme, notamment, qui avait valu à l'époque le film qui a retracé la vie d'Édith Piaf et qui avait valu un Oscar de la meilleure actrice à Marion Cotillard, dont la carrière a vraiment explosé avec ce film. Et Olivier Dahan, aujourd'hui, il revient avec un scénario formidable qui retrace la vie de Simone Veil, donc
nul besoin de présenter Simone Veil. On connaît tous, on a tous vécu avec elle quelque part, et on connaît tous un peu une partie de son action, ce qui est le plus connu, évidemment, qu'elle a pu faire en tant que ministre de la Santé, en tant que présidente du Parlement européen. Ça a été la première femme présidente du Parlement européen. Mais on va découvrir aussi dans ce film qui était Simone Veil, son intimité, ses combats. Ça a été une grande féministe, ça a été peut-être une des premières à porter la cause des femmes aussi fortement, pas seulement avec la loi sur l'IVG, mais aussi elle a défendu les femmes dans toute sa carrière, que ce soit les conditions de détention des femmes, les conditions de prise en charge des femmes par le système de santé et bien d'autres choses. Elle a, en tant que ministre de la Santé aussi, été la première à vraiment être sensibilisée à ce fléau qui a été le sida à l'époque et à vraiment agir pour y remédier. Voilà, c'est tout ça que le film. C'est un film qui est extrêmement émouvant. C'est pas un biopic linéaire et plan-plan. C'est un grand film de cinéma où on va retrouver tout un siècle d'histoire, mais aussi une femme qui est aujourd'hui toujours une des personnalités préférées des Français. Pas seulement des Français de nos générations, mais aussi des jeunes. Son autobiographie, Une vie, est étudiée en 3e aujourd'hui. Et Simone Veil a une aura formidable auprès des jeunes. Et j'espère que des jeunes viendront aussi à cette soirée avec vous découvrir ce film. Alors j'ai bien entendu l'appel de Madame Krebs pour pouvoir financer encore plus de projets. Et donc nous, on va, avec notre expertise marketing, essayer de vous aider à encourager un maximum de Rotariens à venir pour ces soirées au mois de mars. Alors, je ne sais pas dans quelle situation sanitaire on sera, mais je peux vous rassurer sur une chose, et je salue mon camarade Laurent Brunet, qui est non seulement le président du club de Dreux, mais qui est un éminent exploitant de salles de cinéma. Le gouvernement l'a redit récemment, les salles de cinéma et de spectacle sont un lieu sûr et ont été cités en exemple pour l'application des mesures barrières, pour les mesures de distanciation qui sont aussi appliquées. Et aujourd'hui, à ce jour, dans le monde, aucun cluster n'a été détecté et retracé à une salle de cinéma. Donc on peut aller au cinéma en toute sécurité. Et je ne sais pas si au mois de mars, on sera toujours, probablement, on devra encore vivre avec le virus, mais la soirée pourra se dérouler dans d'excellentes conditions et on s'assurera qu'il y a autant de place que nécessaire pour Espoir en tête. Voilà, je vous remercie. Voilà ce que nous visons, 135 000 places. Nous avons atteint dans le passé un petit peu 115 000 à 120 000 places, vous voyez, dont les 10% y sont. Nous y sommes largement. Je compte sur vous pour que nous puissions réaliser tout ce que vous allez faire.